Nous sommes ici dans la bibliothèque de Bastia, dans la partie patrimoniale, c'est-à-dire le fond. Donc c'est ici que tu as composé ton livre. Tout à fait. Quelle était la genèse de ce livre? Alors, tout part de cet ouvrage collectif, c'est La Corse et la Grande Guerre, tome 2, édition Animagours, parce qu'en 2012, Jean-Raphaël Tchervogne, il m'avait proposé de travailler sur la Corse et la Grande Guerre. Il m'avait laissé carte blanche. Alors, j'ai travaillé sur divers sujets, les femmes dans la Grande Guerre, et puis il m'avait surtout dit, trouve-moi des témoignages. J'avais dit, je vais les trouver où? Sous forme de boutade, il rigolait toujours, Jean-Raphaël. Alors j'ai dit, je vais les trouver où? Ils sont au cimetière. Et puis j'ai dit, bon, quand même, je vais peut-être fouiller un peu dans les archives. Et j'ai eu l'idée de venir ici parce que je savais qu'il y avait un fonds d'archives dans le fonds ancien, surtout des journaux, et j'étais sûre de trouver des témoignages. Ça a été au-delà de mes espérances. Parce que effectivement, pour cet ouvrage, j'ai donné des articles, j'ai rédigé des articles, les femmes corses dans la Grande Guerre. J'ai fait le portrait de mon grand-père, Abraham Giraud, l'ami de Pietralba, qui avait fait la Grande Guerre, qui avait été fait prisonnier de guerre en Allemagne. Et donc, on avait gardé la mémoire de son témoignage dans ma famille. Et j'ai travaillé aussi sur A Course, le journal de Maestral, du poète Maestral, ce fameux journal qu'il envoyait au Piloudi. Voilà. Et au fil de mes lectures dans les journaux, j'ai découvert l'existence de Marie-Émilie Réalon. Parce qu'au départ, honnêtement, je ne pensais pas faire quelque chose sur Marie-Émilie, parce qu'elle n'était pas la seule infirmière à tenir des petites chroniques. Au fur et à mesure que je lisais ces petites chroniques, je me suis prise de passion pour cette histoire. Et j'avais dit à Jean-Raphaël, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. Donc il m'a dit, je te laisse faire. Donc j'ai rédigé mon petit article. Et puis j'étais pas vraiment contente. L'ouvrage est sorti en 2014, donc avant le début des commémorations du centenaire. Puis j'ai dit quand même, il faudrait peut-être aller plus loin parce que ça me paraît quand même être un sujet intéressant. Et effectivement, j'ai continué. Donc j'ai continué ici mes séances de lecture, ça a duré très longtemps. Ils m'ont supporté très longtemps. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Linda Piazza, Christian Perry, qui était l'ancien conservateur de la bibliothèque, Marc-André Tourquigne, à l'époque, qui était ici, qui m'ont donné sans problème les originaux, parce que moi, je ne peux pas travailler sur écran. Donc je me suis régalée à partir de 2015, encore jusqu'en 18, j'ai travaillé dessus. Voilà. Au départ, je voulais faire un documentaire parce que je trouvais que c'était vraiment une belle histoire. Tu parles de Marie-Émilie, cette infirmière des poilus corses, mais qu'est-ce qui t'a interpellé? Parce que c'était une belle âme, une dame de cœur. Et quand elle va visiter les soldats corses, elle le fait avec beaucoup de cœur et d'empathie. Il y a une raison. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'elle s'est autant intéressée au sort des nôtres? C'est parce que justement, son destin est lié à la Corse et aux Corses. C'était la femme d'un professeur de philosophie qui a enseigné au collège de Corté. Mais à l'époque, le collège de Corté était dans le Palazzo Nazionale. Il a été muté à Corté en novembre 1913. Il a enseigné jusqu'en juillet 14. Et malheureusement, il y a eu une tragédie, un drame, c'est-à-dire qu'il est décédé tragiquement dans la Restoniga le 7 juillet 14. Il faisait très chaud ce jour-là, mais la Restoniga, c'est une rivière traître. Les eaux sont glacées. Il s'est jeté dans les eaux glacées de la Restoniga et il est mort d'hydrocution. Et à partir de là, le destin de Marie-Émilie bascule. Parce que Marie-Émilie, c'est un personnage attachant, c'est une femme très cultivée, mais qui était issue d'un milieu social très pauvre. C'est la fille d'un garçon meunier. Elle était née en Charente-Maritime, à Pons. C'est le petit Bastia qui m'a aiguillée à l'époque sur une mauvaise piste. C'est-à-dire j'ai cherché Marie-Émilie à Pons, dans l'Hérault, alors qu'elle était originaire de Charente-Maritime. Donc j'ai perdu des mois comme ça, bêtement. Et pour pouvoir reconstituer son parcours, je me suis adressée aux mairies. À Perpignan, M. Réalon était originaire de Perpignan et elle de Pons en Charente-Maritime. Et là, j'ai eu son acte de naissance. Donc c'est la fille d'un garçon meunier, elle est issue d'un milieu très pauvre. Elle s'est retrouvée orpheline assez jeune. Mais elle est née dans un milieu protestant. Elle a été élevée sans doute dans une institution protestante où elle a bénéficié d'un enseignement exemplaire. Donc elle était très cultivée, Marie-Émilie. Donc après, elle a grandi à Paris et où elle a peaufiné son éducation.
Et elle a, je pense, enseigné, et c'est même certain, le français et même l'anglais. Elle a enseigné le français à des Américaines et l'anglais à des Françaises. C'était des cours privés comme il y en avait beaucoup à l'époque. Et c'est sans doute dans ce cadre-là qu'elle a rencontré M. Réalon, qui lui était issu d'un milieu très aisé, la région de Perpignan. Et les Réalon, le père de Léon Réalon, donc le père de son mari, c'était un colonel, un Saint-Cyrien. Sa mère, c'était une villard, c'est-à-dire c'était des nobles hein, de la région. C'était des gens où vraiment, une famille vraiment aisée, où on ne se mélangeait pas comme à l'époque. Hein. Il y avait une séparation des classes sociales qui était très nette. Mais lui, il avait fait le choix d'épouser sa femme de cœur. Le problème de Marie-Émilie pour la famille Réalon, c'est qu'elle était issue d'un milieu très pauvre, mais en plus, elle avait 14 ans de plus. Donc, elle n'a pas du tout été admise par les femmes de la famille, par les sœurs de Léon, sauf par le frère. Il avait un frère, le capitaine Réalon, qui est mort tout au début de la guerre. Mais il est évident que la mère de son mari et les sœurs de son mari ne l'ont jamais accepté. C'est pour ça qu'à la fin, elle est morte dans la misère. Elle n'a eu aucun secours, cette pauvre femme. Elle ne pouvait rien attendre de la famille Réalon, sauf du capitaine, du frère de M. Réalon. Mais malheureusement, ce monsieur est décédé au tout début de la Grande Guerre. D'après vous, pourquoi elle s'est sentie investie dans cette mission de rechercher Parce qu'elle a rejoint son mari donc en cours d'année scolaire de Paris, puisqu'ils travaillaient à Paris. Et elle est venue en Corse avec beaucoup d'appréhension, parce qu'elle pensait que les Corses n'étaient pas très accueillants, étaient austères. Et puis quand elle est arrivée, c'était une Parisienne. Hein. Ce qui l'a quand même beaucoup surpris, c'est, je dirais, la situation géographique de Corté. En Corse, si son mari avait été muté à Bastia, il y aurait eu peut-être, ça aurait été plus doux. Mais finalement, elle a été heurtée au départ par le caractère assez austère du village de Corté. Et puis, parce qu'en fait, elle ne connaissait pas les gens. Mais en les fréquentant, elle s'est rendue compte que c'était des gens de cœur, qui étaient très généreux. Elle était surprise d'être invitée. On l'invitait à manger des fraises, à cueillir les fruits du jardin. On lui offrait des fleurs. Le dimanche à la messe, on lui laissait la place, elle n'en revenait pas. Il y a eu beaucoup de prévenance de la part des Cortenais. Et quand son mari est décédé dans l'Arestogne, toute la population cortenaise a fait corps autour de cette histoire et l'a soutenue. Et elle a été tellement émue, parce que c'était une femme seule, elle n'avait pas d'enfant. Léon Réalon, c'était sa seule famille. Hein. C'était une orpheline, Marie-Émilie, donc née Ouvrard, hein, je ne l'ai pas dit, elle était née Ouvrard. Donc les Corses, c'est devenu sa seconde famille, et surtout les Cortenais. Donc c'est en remerciement à ces aides, à cette aide morale, à ce soutien qu'elle a eu du début jusqu'à la fin. Elle s'était jurée de rendre cette amitié aux Corses, d'une manière ou d'une autre. Oui, j'étais frappé, elle l'a recherché partout, dans tous les hôpitaux, des blessés corses. Au point même que des fois, ce qui est surprenant, c'est que les gens ne connaissaient pas bien la Corse. Et oui. Quand elle demandait est-ce qu'il y a des Corses, les gens, il y a un peu d'humour à ce moment-là. Et puis il y a beaucoup de racisme aussi anti-corse à l'époque, parce que les Corses, on était très mal vus. Hein, Donc quand elle réclame, elle dit voilà, je voudrais savoir, elle va voir le gardien, je voudrais savoir si vous avez des Corses, et que les Corses, et pourquoi les Corses. Vous savez, ceux-là, quand ils sont là, on sait qu'ils sont là, il ne faut pas trop les chercher, et elle nous défend. C'est ça aussi que j'ai voulu rendre hommage à cette femme, parce qu'elle nous défend vraiment, hein, bec et ongles. Elle dit mais regardez, en attendant, ils sont tous au front, hein, c'est une génération entière qui se fait tuer, et puis voilà. On est même critiqué par des députés qui disent que les Corses, on les retrouve dans toutes les administrations. Et elle répond à un député qui nous critique. Elle dit en attendant, lui, il est tranquillement assis sur le banc des députés, mais il n'est pas en première ligne comme les Corses. Et ce qui est très surprenant, dans tous les noms de soldats qui sont évoqués, ce sont tous des noms connus, des noms que l'on connaît. Donc c'est ça qu'il y a de... C'est pour ça que j'ai fait ce travail. Au-delà de l'hommage rendu à cette personne, c'était aussi un hommage rendu à tous ces jeunes Corses de 20 ans, beaucoup de jeunes de 20 ans qui sont morts et dont on a perdu la mémoire. Parce que c'est sûr, il y a beaucoup de noms connus, mais... des noms de famille. Des noms de famille, mais...
Par exemple, elle cite ce jeune homme, ce jeune Mondolone de 20 ans qui a perdu la vue parce qu'il a reçu un éclat d'obus dans les yeux. Elle va le voir, et puis ce qui le maintient en vie, c'est la mandoline, c'est un virtuose de la mandoline. Donc voilà, c'est en fait, moi je voulais préserver la mémoire de tous ces jeunes Corses, de tous ces Corses, pour qu'on ne les oublie pas, parce qu'elle mentionne à peu près 200 noms de soldats corses. Et elle le dit, elle va visiter le plus riche comme le plus pauvre. Quand elle va les visiter, elle n'arrive pas les mains vides, elle arrive toujours avec un cadeau, c'est-à-dire des produits corses. D'ailleurs, elle lance un appel dans le Petit Bastiais, dans le Colombo, pour que les Corses envoient des produits corses, qu'elle va distribuer dans les hôpitaux, parce qu'elle dit « je ne peux pas me rendre dans les hôpitaux parisiens et arriver les mains vides ». Parce qu'elle dit « vous ne pouvez pas savoir l'émotion qu'ils ont quand je leur amène des canistrés, quand je leur amène de la farine de châtaigne ou des crouchettes de... » Et là, vous évoquez aussi un nom très connu, Damian, avec les produits... qui a été très généreux. Le négociant Damian, et c'est un des grands négociants de l'époque, au même titre que Mattei, mais lui particulièrement, parce qu'il a été particulièrement généreux. Il lui envoyait bien souvent des colis avec de l'apéritif du Cap Corse, mais aussi des éventails, des tas de produits annexes qui ravissaient les soldats. Il faudrait parler peut-être aussi des journaux, parce que c'est bien dans le Petit Bastiais que j'ai découvert Marie-Émilie. Le premier article qu'elle a rédigé, ça s'intitule « Cœur contre cœur », parce qu'en fait, elle avait lancé en décembre 1914 un avis dans le Petit Bastiais, où elle disait, voilà, je suis infirmière de la Croix-Rouge, je suis à Paris, et je me propose d'aller visiter vos blessés. Donc, si vous voulez que j'aille visiter, que je me renseigne sur vos proches, vous m'écrivez, et moi je ferai les visites. Donc elle a commencé à donner des petits articles, des petits comptes rendus, puis le Petit Bastiais, quand ils ont vu qu'elle écrivait très bien, ils lui ont laissé carte blanche, et elle a fait souvent la une du Petit Bastiais, et c'est carrément devenu une chronique. La chronique de Marie-Émilie, elle était très attendue, elle était lue par les soldats corses, puisque le journal il le retrouvait au front, mais aussi par les familles. Et après, dans le Colombo, elle a écrit beaucoup plus tard, le Colombo c'était le journal ajaccien, qui était moins important que le Petit Bastiais, parce qu'à l'époque, le grand journal de l'époque, c'était le Petit Bastiais. Le Colombo, c'est Annibal de Perrette qui lui ouvre ses colonnes à partir de 1917, mais c'est Annibal de Perrette qui lui donne le titre de l'infirmière des blessés corses. C'est pour ça que mon livre s'intitule comme ça. Donc tout ce travail, c'est un peu en reconnaissance de tout ce qu'elle a fait. Et puis on la suit, j'ai apprécié, d'abord elle avait une belle plume, et on la suit presque au jour le jour, quand elle va visiter les soldats corses, on la suit dans la neige, quand elle prend le métro, les problèmes auxquels elle est confrontée, parce qu'à un moment donné, je pense que c'est Damian qui lui envoie de l'apéritif du Cap Corse, mais le problème c'est que ça ne passe pas à la douane. Donc on lui demande de payer, de lui payer une grosse somme qu'elle n'a pas, elle. Donc elle écrit au négociant afin qu'il lui envoie un peu d'argent, parce qu'elle ne peut pas payer, elle ne peut pas débloquer cette somme. Le vin est détaxé à Paris, mais pas l'apéritif. Et le vin du Cap Corse est considéré comme un apéritif. Ah oui. Et donc on la suit dans Paris, on voit le mal qu'elle se donne, toutes les démarches qu'elle doit faire pour qu'enfin elle puisse livrer ces fameuses bouteilles aux soldats corses. Donc c'est impressionnant. Elle les a visitées même en province quand elle est allée dans la région de Montpellier, c'est-à-dire dans la région de son mari. Elle est même allée visiter des soldats. À chaque fois, elle demandait s'il y avait bien des soldats corses qui étaient hospitalisés. Voilà. Et ce qui interpelle les soldats de l'époque, qui les a stupéfaits, c'est qu'elle parle un peu corse, parce que c'était la grande amie du poète Luciardi. Et oui, c'est quand même, à l'époque, c'était un auteur reconnu, c'était un poète, un des plus grands poètes corses. Aujourd'hui, il est tombé malheureusement un peu en désuétude, mais c'est lui qui a initié le couple Réalon à la langue et la culture corse. Parce que M. Réalon, c'était quand même un catalan, donc monsieur très lettré, donc, qui s'est aussi intéressé à notre culture. Donc elle connaissait un peu l'histoire de la Corse, et donc quand elle entrait dans les chambres des Corses, elle les saluait en langue corse. Buongiorno, como stade, et puis quand elle les quittait, elle disait abidec ou abedec, et puis ils n'en revenaient pas.
il y avait aussi ce côté, elle était fière, elle a été faite citoyenne de Corté, puis après citoyenne de Corse, c'était une fierté pour elle. Hein. C'est un titre qu'elle a gardé jusqu'à la fin de sa vie. Les Corses de la diaspora de l'époque l'avaient débaptisée, l'avaient appelée Maria Emilia Realoni. C'est extraordinaire ça. Et elle en était très fière. Si vous voulez, moi quand j'ai terminé en fait cette recherche aux archives de Bastia, j'ai débuté à la bibliothèque de Bastia pendant quelques années, puis j'ai fini aux archives de Haute-Corse, parce que M. Ferracci de Corté m'avait signalé qu'il y avait effectivement des documents. Donc c'est là que j'ai trouvé la photo de Marie-Émilie, la lettre d'un soldat corse, un courrier qu'elle envoyait au maire de Corté, et surtout la lettre du bandit Migaeli, parce qu'elle s'était aussi... Elle avait soutenu la démarche du bandit Migaeli qui voulait partir au front à condition d'être amnistié. Donc, même sûr, ça n'a pas marché. Et là, c'est aux archives de Bastia que j'ai trouvé tout ça. Mais ce qui m'a beaucoup ému quand j'ai ouvert en fait les documents qui concernent Marie-Émilie, qui étaient ces documents. Hein. En fait, elle avait relié tous ces articles, elle avait inséré dedans sa photo, quelques documents. C'était très émouvant pour moi, hein, parce que je pensais avoir terminé ces recherches ici, puis quand je suis allée aux archives, j'ai vu, parce qu'il me manquait sa photo, quand j'ai eu sa photo en main, c'était franchement extraordinaire. Et ce qui était émouvant, c'est qu'elle termine sa chronique en septembre 18 en disant une chose terrible, c'est que août-septembre 18, en mois d'août 18, Paris est bombardé. Donc elle dit, voilà, je vais me porter au devant des civils pour aller les secourir, pour aller au secours de nuit, parce que j'oublie pas d'abord que je suis infirmière. Et donc elle écrit une lettre aux Corses et dit, voilà, je voudrais que... Je ne sais pas si je reviendrai vivante, mais je demande aux Corses de ne pas m'oublier, parce que je vous ai bien aimé. Et quand j'ai raconté ça à Jean-Raphaël, j'ai dit, il faudrait quand même... Suite à ça, je me suis quand même sentie redevable de faire un peu plus qu'un article, mais de lui consacrer un documentaire ou même un ouvrage. Voilà. Et voilà. Mais je n'ai pas fini mon travail, parce qu'il manque quand même des pièces à ce puzzle, c'est-à-dire qu'on est toujours à la recherche du lieu de la sépulture de son mari, qui avait été inhumé dans une chapelle cortenaise. Et quand la guerre éclate, puisqu'il est mort un mois avant le début de la Grande Guerre, en catastrophe, il y a une famille cortenaise qui lui propose d'inhumer son mari dans la chapelle familiale. Mais le problème, c'est qu'elle ne mentionne pas le nom de cette famille cortenaise. Et donc, elle se jure de rapatrier le corps de son mari chez lui à Perpignan dès que ça sera possible. Mais elle n'aura jamais le temps de le faire. La Grande Guerre va éclater. La seule personne, c'est-à-dire le frère de M. Réalon, le capitaine qui aurait pu l'aider, il décède de suite en Belgique, en 1914, je crois que c'est en novembre 14 ou en septembre 14 qu'il décède. Et puis après, il y a la guerre, elle n'a plus les moyens, elle vit de ses propres deniers, donc c'est la mairie de Paris qui lui donne une petite allocation de 300 francs. C'est pas avec ça qu'elle va pouvoir faire revenir le corps de son mari, le faire inhumer à Perpignan. En plus, c'était pas possible parce que bon, il y avait quand même ce problème avec la famille. Donc, elle l'a laissé dans la chapelle familiale d'une famille cortenaise. Mais le problème, c'est que les archives de Corté ont brûlé. La mémoire des Cortenais a flanché. Et aujourd'hui, on ne sait toujours pas où ce monsieur est enterré, dans quelle chapelle. Voilà. Et elle, malheureusement, elle est morte en 1942, en pleine occupation allemande, seule dans la misère. Et bon, elle habitait dans le 20e arrondissement, rue des Pyrénées, donc pas loin du Père-Lachaise. Je pense qu'elle a dû être inhumée dans une fosse commune. Hein. Voilà, ça encore, bon, ça c'est à vérifier, mais c'est certain, puisqu'elle n'est pas chez elle à Pons, en Charente-Maritime. C'est quelque chose qui est très très émouvant, parce que là, on sent que la Corse est une communauté. Tout à fait. Voilà, donc elle se sent appartenir à une communauté et elle fait ce travail pour une communauté. En remerciement. Voilà, dont elle se sent appartenir. Et c'est là qu'on sent... Elle le dit, vous avez été ma seule famille. Voilà. C'est quelque chose que l'on comprend beaucoup mieux en Corse, que l'on comprend. Appartenir à... Oui, puis elle a été aidée à Paris par les Corses pour lui trouver un appartement, parce qu'à un moment donné, elle n'arrivait plus à payer son loyer. Donc, c'est peut-être même d'ailleurs le fils du poète Luciardi qui lui a trouvé ce logement, parce qu'il était médecin à Paris.
Il avait un fils médecin, puis elle connaissait tout le gratin de la diaspora corse à Paris, ils l'ont aidé. Mais c'est sûr qu'après, bon, la Seconde Guerre est arrivée, il y a eu beaucoup de bouleversements. Bon. Puis c'était une dame qui ne devait pas réclamer des Corses une pension ou des aides importantes. À un moment donné, elle a été censurée dans le Petit Bastiais quand elle évoque ses problèmes financiers. Ça, oui. Au début, quand elle dit qu'elle va chercher des produits corses, et puis elle dit « mon escarcelle est vide », et elle commence à expliquer qu'elle est sans argent, en fait. Et là, elle a été censurée, pas par le Petit Bastiais, mais parce que des autorités de l'époque, qui ne voulaient pas qu'elle parle de sa situation, parce qu'il fallait que la population garde le moral, il fallait tout simplement. Il y avait la censure qui s'abattait, c'est pas le Petit Bastiais qui l'a censurée. Mais forcément, le problème de la censure, on le retrouve tout au long de ses chroniques, parce qu'elle ne peut pas dire ce qu'elle voit dans les hôpitaux. Il faut garder le moral de la population, le moral des troupes, le moral des familles. Donc, elle ne dit pas ce qu'elle voit, les horreurs, les problèmes de structuration, les problèmes matériels qu'elle peut trouver dans les hôpitaux. C'est le début aussi. Elle a travaillé au début, en plus, dans le service des blessés de la face à l'hôpital Villemain à Paris, dans le 9e. Donc, elle ne peut pas parler de ce qu'elle voit. Après, il y a eu des améliorations au cours de la Grande Guerre. On a réussi à reconstituer le visage des soldats qui avaient été sacrément mutilés, mais elle ne peut pas l'évoquer, ça. Il faut qu'elle reste dans une dynamique patriotique. Alors des fois, ça peut agacer quelques-uns qui se sont dit, oui, bon, après tout, la France, patriotique, oui, allez, la fleur, on part tous, la fleur au fusil, se faire massacrer, mais elle n'a pas vraiment le choix, de toute façon. C'est pour ça que soutenant ce patriotisme, en étant patriote, que ces articles ont pu paraître, hein, et qu'elle a pu donner des nouvelles de tous les soldats qu'elle a pu visiter. Voilà. Et c'est évident qu'il y a des soldats qui l'ont plus marqué que d'autres. Les deux plus mutilés, le soldat Marine de Calanzane, amputé des 2 jambes, et le sergent Marine de Calanzane, et le soldat Mondologne de Propria, qui a eu les yeux emportés. Voilà. Et là, j'ai retrouvé la famille du soldat Marine de Calanzane. Grâce à ma page Facebook, c'est l'infirmière des soldats corses de la Grande Guerre, et grâce à ça, j'ai pu avoir des archives sur la famille Marine de Calanzane. J'ai pu reconstituer le parcours du sergent Marine et avoir sa photo. Photo un peu plus tardive, mais c'est très émouvant là aussi. Il est mort en 1944, hein. Très beau jeune homme. Et le descendant d'une des sœurs de Léon Réallon, qui est tombé sur ma page Facebook et qui m'a fait ce cadeau inestimable, hein, 3 jours avant le colloque que j'ai donné à la conférence que j'ai donnée au colloque de la Société des Sciences au mois de novembre. 3 jours avant, il m'a offert ce cadeau, il m'a donné des photos de sa famille, et là j'ai pu voir, il me manquait cette pièce importante, la photo de son mari, de Léon Réallon. Il m'a donné la photo aussi du frère de Léon, du capitaine, et d'autres photos malheureusement que je n'ai pas pu mettre dans l'ouvrage, mais des parents de M. Réallon. Malheureusement, elle, sur sa famille, étant orpheline, fille unique, mais la mairie de Ponce m'a donné pas mal d'archives. Hein. Tout ce qu'elle a pu me donner, je les remercie. Ils ont vraiment bien joué le jeu. Hein. En fait, c'est un travail collectif. Hein. C'est un travail d'enquête. Et vraiment, j'ai eu des gens qui m'ont aidé, qui m'ont donné des archives. Tu as fait aussi, c'est ce travail de mémoire qui est un travail de transmission. Transmettre... Tout à fait, pour qu'on n'oublie pas. Pour qu'on n'oublie pas. C'était sa volonté. Et c'est aussi ma volonté, qu'on n'oublie pas aussi nos soldats. Parce que quand je mentionne le nom par exemple des sous-ignes, elle mentionne beaucoup les sous-ignes, elle rigole parce qu'elle dit il y en a au moins une vingtaine de sous-ignes que j'ai visitées, en Corse ils doivent être très nombreux. Et moi mon objectif c'était qu'en lisant ma chronique, eh bien, les Corses reconnaissent leur grand-père ou leur arrière-grand-père. Alors il y a un monsieur qui a reconnu son grand-père dans la chronique que j'ai publié des extraits dans ma page Facebook, et il a reconnu son grand-père, effectivement, qui avait été blessé sérieusement, que Marie-Émilie a visité. Il m'a dit, c'est inestimable, merci beaucoup, c'est très émouvant. C'était le but est atteint. Il m'aurait fallu peut-être une année supplémentaire pour terminer encore ce travail, parce que sur les 200 noms, j'aurais bien aimé savoir ce que sont devenus tous ces soldats, s'ils s'en sont tirés. Est-ce qu'ils sont morts? Certains sont repartis au front, certains ont été sérieusement mutilés, voilà. Il aurait fallu savoir, peut-être si j'arrive à faire ce fameux documentaire. J'aimerais bien qu'un réalisateur s'y intéresse. Mais ce n'est pas évident de trouver quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire.